Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mercredi 11 juillet 2018. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avons la Banque du Canada qui devrait relever ses taux. En tout cas, la probabilité est assez élevée, mais nous aurons également le début du sommet à Bruxelles de l'OTAN, avec notamment Donald Trump qui réclamait lors du dernier sommet davantage de dépenses militaires par les pays membres de cette organisation. Et voilà, nous aurons donc les stocks de pétrole. On va passer à l'actualité du jour. Avant toute chose, on commence par l'investissement sur risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levier amplifié, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre négatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bonjour Edgy, bonjour Raymond, voilà, bien le bonjour à toutes et à tous. Hier, pour ceux qui étaient sur le site LIFX, j'ai écrit un article sur le dollar australien, préconisant plutôt le sens haussier. Heureusement que j'ai bien indiqué l'invalidation de ce scénario en cas de nouvelle escalade de menaces commerciales. Parce que ça n'a pas attendu. Hier soir, on a le représentant américain en commerce, Robert Lighthizer, je pense que ça se dit comme cela. Euh, Bref, le représentant américain en commerce a déclaré que les États-Unis imposeraient des nouveaux droits de douane de 10% sur des importations chinoises additionnelles d'une valeur de 200 milliards de dollars. La liste des produits taxés devrait être créée et annoncée d'ici 2 mois avant que ces taxes soient mises en place. La Chine indique ce matin qu'elle va être obligée de riposter à ces nouvelles menaces. Voilà, donc escalade de nouvelles menaces commerciales. Donc forcément, la devise qui parle plus de terrain, je viens rapidement là-dessus, c'est l'AUD suivi par le NZD. Donc l'article AUD respire en absence de nouvelles menaces tarifaires, ça n'a été que de courte durée, je dirais que quelques heures. Donc finalement les stratégies haussières indiquées là-dedans, eh bien c'est du passé dorénavant. Voilà, nous voyons qu'une nouvelle escalade de menaces commerciales entre les États-Unis et la Chine aurait un impact baissier immédiat sur le dollar australien. Voilà, c'est la chose qu'il faut comprendre. Au niveau si on devait retirer qu'un impact euh, de cette guerre commerciale sur le marché boursier, c'est baisse du dollar australien. Voilà. Sinon, on a le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui a déclaré que Washington examinera les demandes de certains pays afin d'être exemptés des sanctions que les États-Unis mettront en vigueur en novembre pour empêcher l'Iran d'exporter son pétrole. En Europe, Theresa May a obtenu l'approbation d'Angela Merkel et de 2 hauts ministres pour son plan sur le Brexit. Theresa May a promis hier soir face aux 27 membres de l'UE, aux leaders des 27 membres de l'UE, de faire un Brexit en douceur et ordonné, ce qui a coûté la démission du ministre du Brexit David Davis et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères Boris Johnson en début de semaine. Et toujours au Royaume-Uni, les données d'activité publiées hier ont montré une reprise de la croissance du PIB en mai, après avoir ralenti début 2018. Trump a encore frappé cette nuit avec les 200 milliards vis-à-vis de la Chine, sauf que la Chine semble vouloir se fâcher. Les marchés devraient mal supporter. Alors oui, les marchés devraient mal supporter. Les marchés sont de plus en plus sous pression. Je discutais de cela avec un collègue hier, mais voilà, je vous prépare un graphique, mais il y a de plus en plus d'indicateurs euh, qui indiquent qu'on n'est pas loin d'un crack ou d'une récession. Je termine cette étude que je vous partagerai immédiatement hein, dès que j'aurai fini. Je pense que voilà, cette semaine prochaine, ça devrait être bon. Mais voilà, on a le spread 2 ans, 10 ans, 2 ans américain qui est extrêmement bas, le taux de chômage qui est extrêmement bas, les défauts des crédits quand même assez, je dirais pas élevé, mais qui est élevé par rapport à la normale. On a les merges et acquisitions, donc les fusions-acquisitions des entreprises qui sont extrêmement élevées, et ça c'était également en 2007 ou en 2000, euh, eh bien une caractéristique en amont des crises, c'était beaucoup d'acquisitions et de fusions. Voilà, donc tout cela c'est, enfin on a quand même
bon, je remarque de plus en plus d'indicateurs qui signalent une récession à venir. Donc, et bien évidemment, ces taxes ne vont pas améliorer le développement de l'économie. Donc oui, marché action de plus en plus sous pression. Hier soir, le marché américain clôturé dans le vert parce que voilà, c'était avant l'annonce de nouvelles taxes américaines. Mais voilà, là on a les marchés asiatiques, les indices asiatiques ont clôturé dans le rouge. On va voir dans un petit instant. Bon, on regarde tout de suite d'ailleurs. Clôturé dans le rouge. Alors je sais pas pourquoi c'est dans le vert. Nikkei moins 1,19, Hang Seng moins 1,48, le gold qui est en légère baisse parce que comme vous savez dans un contexte de guerre commerciale, on a le dollar qui s'apprécie également, donc ce qui fait pression sur l'or. Yen en légère hausse, 0,04%. Le DXY hier qui a progressé de 0,4, le Dow Jones, S&P, Nasdaq en hausse, le T-Note qui gagne un point de base. Donc voilà, ce matin on a plutôt de l'aversion pour le risque. Le yen qui est en hausse, les marchés actions qui sont en baisse. Et ça va être chaud au sommet de l'OTAN avec Trump qui veut faire payer l'Allemagne et surtout que tous les pays européens appliquent le 2% de budget. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que justement, c'est pas tous les pays de l'OTAN enfin, pas tous les pays européens qui payent les 2%. Euh, c'est à vérifier, information à vérifier, mais il me semble que ça n'est pas le cas pour tous les pays. Il me semble que la France y est proche. Euh, et qu'il n'y a que les États-Unis finalement qui est au-dessus des 2%. Voilà, à vérifier. Écoutez, je reviendrai vers vous dès que j'aurai plus d'informations, parce que j'en suis pas certain à 100%. Donc voilà, les marchés devraient mal le supporter. Eh bien écoutez, aversion pour risque, il faut le marché qui digère, c'est comme tout. Le marché est toujours en train de diriger, de spéculer, digérer, de spéculer. Donc tant que le marché n'a pas digéré, c'est le risk off qui devrait diminuer. Donc l'AUD en baisse, le NZD en baisse, les marchés actions en baisse, le marché obligataire en hausse, le yen en hausse, le dollar en hausse. Voilà, c'est ça, enfin c'est le résumé de la guerre commerciale sino-américaine. Pourquoi est-ce que le dollar s'apprécie en cas de crise ou de crash, s'il vous plaît? Alors, dans ce contexte de guerre commerciale, c'est parce que l'impact serait dans un premier temps moindre sur l'économie américaine. S'il y a du protectionnisme américain, l'économie américaine sera moins impactée. Donc dans ce sens, on a comment dire une hausse une hausse du dollar. Donc voilà, et surtout que le dollar c'est une devise, comment dire, plus qu'une devise américaine, c'est une devise, comment dire, utile pour faire des échanges et pour faire des comment dire euh, alors j'ai pas le mot en tête, une monnaie transitoire dans le sens demain, vous savez que le trésor américain c'est une valeur refuge, même si voilà, la dette américaine est de plus en plus élevée et pose de plus en plus de questions, le trésor américain reste une devise refuge, une valeur refuge. Donc si vous voulez vous couvrir sur le marché, euh, les grandes banques, probablement pas vous en immédiat, mais les grandes banques, voilà, les grandes institutions vont acheter du trésor américain. Et pour acheter du trésor américain, ça se fait pas contre de l'euro. Donc, on est obligé de passer par du dollar. Donc voilà, le dollar agit de cette manière comme comme devise, on va dire, un peu pas tampon, mais presque. Et également, il faut savoir que quand il y a une guerre commerciale, les pays, les marchés émergents sont les plus impactés. Et quelle est la devise qui permet de se positionner sur les marchés émergents? Bon, de plus en plus l'euro, mais souvent vous achetez les marchés émergents sont cotés, voilà, c'est face au dollar. Donc voilà, encore une fois, le dollar, c'est plus que la monnaie américaine, c'est la monnaie des échanges. C'est la monnaie des échanges internationaux. Donc c'est pour ça qu'on a le dollar qui s'apprécie. Alors je regarderai donc ce lien Thierry qui nous a envoyé un lien, le 2% du budget militaire pour tous les membres de l'OTAN ont été votés en 2016. Alors voilà, je vérifierai et nous verrons ça. Calendrier économique, donc vous voyez, décision des taux de la Banque du Canada à 16 heures, discours du président de la BCE à Francfort à 9 heures, donc actuellement finalement. On va voir ce qui se passe, mais a priori il n'y a rien de très spécial il me semble. Et les stocks de pétrole brut à 16h30. Donc ça va plutôt être cet après-midi qu'il y aura le plus gros des annonces. On va aller tout de suite sur ECB rapidement. Alors, juste, vous voyez encore la UD qui est
encore en baisse, NZD, le CAD, l'euro, le yen, bref, on n'a que l'USD et le CHF qui sont les devises les plus fortes. Donc, interview, non, speech, press release. Alors, nous sommes le 11. Mario Draghi. Weekly schedule. Donc, nous sommes le 11. Nous sommes le 11. 11, 9h. Voilà, 9h, Mario Draghi, opening address by the president. D'accord, donc le thème de cette conférence c'est 20 années de la Banque Centrale Européenne en chiffres. Et ensuite, voilà. Donc ça va pas être très très important. Suivi 9h30 par Praet, pareil, qui va commenter là-dessus. 10h, voilà, non, pas grand-chose d'intéressant. Donc vous voyez, ce discours de Draghi, ça devrait pas être un facteur de volatilité sur les marchés. Bon, en tout cas, retenons ce matin qu'on a l'AUD, le NZD, le CAD sous pression, et à l'inverse, tout ce qui est USD, yen, franc, devises refuge dans ce contexte de guerre commerciale qui s'apprécie. Donc l'AUD yen, on va regarder du coup, voilà, l'AUD yen qui était un plus haut, qui était à son R2 hebdomadaire hier, eh bien, s'est retourné. Il s'est retourné. Retour sous son pivot du jour et même finalement sous son pivot du mois que j'ai pas ici, que je vais ajouter. Voilà, sur le pivot hebdomadaire, journalier ou du mois, c'est des bons niveaux de support et de résistance, même en intraday. Hein. Même en intraday, si vous regardez le point pivot mensuel ou même les résistances pivot mensuelles, elles sont assez sympathiques. Regardons juste un exemple, l'euro-dollar. L'euro-dollar en 1 heure, bon, on n'a pas eu le pivot qui a été atteint. Vous voyez ici, pivot mensuel. Donc début du mois, résistance, support. Donc voilà, pivot mensuel, c'est aussi quelque chose de comment dire d'assez intéressant. Là, on a la UDN, donc vous voyez en dessous du pivot journalier, en dessous du pivot du mois. Par contre, au-dessus du pivot hebdomadaire, le S1, c'est le prochain niveau de support avec celle-ci 82,12. Vous voyez que c'était le plus haut sur les dernières périodes. Donc voilà, 82,12 niveau de support et ensuite ça sera donc le pivot hebdomadaire que je vais faire voir. 81,77. Donc ça, c'est l'objectif à court terme. 82,12 et ensuite 81,77. On peut faire AUD USD également. AUD USD, pivot du mois. Pivot du mois, baisse, RSI baissier, petite divergence haussière. Petite divergence haussière, mais encore une fois, enfin, vous commencez à le savoir, parce qu'on a une divergence qu'on va avoir automatiquement en rebond. Faut attendre d'autres signaux, comme le franchissement de 50 du RSI. Donc là, pour moi, la USD va continuer à glisser jusqu'à son pivot hebdomadaire à 0,7395, voire même plus bas. Tant que le RSI a une orientation baissière, ou en tout cas que le RSI ne dépasse pas 50, et que le prix soit bien évidemment baissier, les positions short peuvent être maintenues. Oui, 2018, année de crash, record d'achat des dettes des pays en faillite qui ne les paieront jamais. L'équité des banques sont au plus haut. Le crash va arriver par la faillite de la Deutsche Bank. Alors, scénario plausible. Scénario plausible. Et 2018, je ne pense pas. Je pense que c'est un peu trop tôt 2018. Mais voilà, 2019, ça me semble beaucoup plus voilà, cohérent. Ça me semble beaucoup plus cohérent. Je pense pas que 2018 on va avoir
on va avoir un crack. Quand je parle d'un crack, c'est un -20, au moins -20% sur les marchés actions. Euh, mais voilà, 2019, ça me semble fortement possible. Nicole, bonjour à vous. En fonction des nouvelles données économiques, vous avez toujours une opinion baissière sur le dollar. Oui, toujours une opinion baissière. La guerre commerciale qu'on a eue, ça ne fait que, on va dire, le stabiliser, le soutenir. Mais on regarde le Dixie ou notre haut dollar index. On va se mettre en 4 heures pour y voir un petit peu plus clair. Vous voyez que on a une légère hausse. On a eu une hausse hier soir, pardon mardi. Même pas, vous voyez, DXY finalement. On n'a pas eu de hausse, enfin on a eu une légère hausse après l'annonce, mais on n'a pas de tendance haussière. Donc non, non, je n'anticipe pas. Voilà, je suis toujours avec une perspective baissière sur l'USD. D'ailleurs, notre USD index, vous voyez, reste également sous ses sommets. Certes, on n'a pas encore les signaux bullish et le RSI rebondit sur 50, mais pour moi, je ne paierai pas le dollar, ce dollar. Même dans ce contexte de guerre commerciale, mis à part face aux devises Como et aux devises les plus exposées au commerce avec la Chine, c'est-à-dire l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. AUD-USD, NZD-USD, c'est les deux devises qui peuvent être vendues face au dollar. Sinon, je vois pas tout ce qui va être euro, GBP, c'est un petit peu plus risqué à mon goût. Donc voilà, AUD-USD, ça me semble possible de l'acheter. NZD-USD également. Mais sinon, acheter le dollar, ça me semble compliqué. Donc là, pareil, vous voyez, NZD-USD, pivot du mois, rejet, avec la divergence que nous aimons bien, le RSI qui flirte avec 50, dès qu'on aura une cassure de 50 vraiment nette, signal baissier jusqu'au pivot hebdomadaire, puis voilà, beaucoup plus bas, hein, pourra s'attendre à un repli beaucoup plus important. D'ailleurs, vous voyez sur le 4 heures, divergence ici, alors il me semble hein, que c'en est une. Alors non, ce n'est pas une. Ici, c'en est une. Donc voilà, pareil ici. Je pense que c'est tout le monde la voit. Baisse du momentum, hausse du prix. Donc voilà, NZD sous pression à nouveau, pivot hebdomadaire probablement comme cible de court terme. L'USD CAD, donc le marché a intégré, hein, attention, le marché a totalement intégré la hausse des taux, enfin on va dire à hauteur de 88% la semaine dernière. Donc actuellement ça devrait être un petit peu plus. Donc est-ce qu'on va avoir une hausse du CAD après la hausse des taux? Ça me semble peu probable. Parce que plus les expectations, comme vous savez, sont élevées, plus c'est compliqué de battre le consensus. Et bien là, c'est un peu pareil. Plus ça a été pricé, plus ça a été intégré au marché, et moins il y a de chances que l'annonce surprenne positivement les investisseurs. Voilà, c'est un petit peu la logique. Il faut bien comprendre que le marché, c'est une psychologie. C'est une psychologie, et sur le Forex, surtout sur le Forex, hein, c'est de la spéculation. Le Forex, il a deux utilités. C'est pas vraiment pour investir voilà, c'est pas un investissement dans on n'investit pas dans un pays, on investit dans une entreprise. Donc le Forex, il a deux utilisations, trois. Un pour les touristes, voilà. Quand nous allons à l'étranger, on a besoin d'une autre devise, eh bien on fait appel au Forex sans que nous le sachions forcément. Deux, pour d'un point de vue commercial, pour se protéger encore une fois lorsqu'on a des achats à l'étranger. Si par exemple voilà, BNP veut acheter une banque américaine, bien demain, elle va faire probablement son achat face au dollar. Elle va rémunérer les actionnaires, enfin, elle va acheter les actions de la banque américaine en dollars, parce que les actions sont cotées en dollars. Donc forcément, il va falloir un moment ou un autre acheter des dollars, et ça se fait donc par le Forex. Sinon, on a également, voilà, pour se couvrir des potentiels risques. Si par exemple BNP veut acheter cette entreprise américaine dans un an, elle veut les acheter en dollars, donc elle va faire quoi? Elle va vendre de l'euro et acheter du dollar. Eh bien, pour se couvrir, elle va faire l'inverse sur le marché du Forex. Comme ça, elle sait que s'il y a une hausse, il n'y aura pas de, comment dire, ça compensera la baisse du cours.
enfin la moins-value qu'elle aura engrangée en attendant. Et enfin, la troisième utilisation, c'est la spéculation des hedge funds. Spéculation des hedge funds et à une très très faible mesure des particuliers. Mais il n'y a pas, comme sur les marchés actions, d'un point de vue investissement dans le sens, voilà, action des entreprises, droit de vote, etc., etc. Donc, marché du forex, je ne sais pas pourquoi ah oui, du coup, c'est quand même un marché quand même qui est quand même qui repose beaucoup sur la spéculation et non pas sur l'investissement. C'est pour ça que tout est dans la psychologie du marché. Déjà, tous les marchés, c'est tout ce qu'on voit le cours, ça représente la psychologie. L'analyse technique, c'est ni plus ni moins que l'analyse psychologique du marché. Rien d'autre. Donc, tout cela pour dire que, étant donné que la probabilité d'une hausse des taux de la Banque du Canada est assez élevée, il y a peu de chances que les investisseurs soient surpris positivement, à part si le gouverneur de la Banque du Canada adopte un ton hawkish. Est-ce que ce sera le cas? Personnellement, mais là, voilà, c'est la spéculation, c'est mon avis. Personnellement, ça me semble peu probable dans un contexte de tension commerciale et de négociation point mort de l'ALENA. Ça m'étonnerait que, voilà, on l'a vu il y a 2 mois, la Banque du Canada mettait en avant ce risque que posait euh, comment dire la sortie des États-Unis du traité de l'ALENA. Parce que je vous rappelle que le premier partenaire économique du Canada, c'est les États-Unis. Hein. Le Canada exporte 80%, 70%, je ne sais plus exactement. Bref, plus de 50% de ses marchandises vers les États-Unis. Donc imaginez demain, le Canada reçoit des taxes américaines, ça va forcément avoir un impact baissier. D'ailleurs, si l'ALENA échoue, forcément, les deux devises qui seront les plus baissières, c'est le CAD et le peso mexicain. Voilà, donc tout ça pour dire que est-ce que le CAD va se renforcer après le discours du gouverneur de la Banque du Canada? Ça me semble peu probable, étant donné que je pense pas qu'il aura un ton extrêmement hawkish. Maintenant, voilà, on peut être surpris positivement, encore une fois. C'est cela également la spéculation, c'est qu'on ne sait jamais vraiment en amont. D'un point de vue économique, avec toutes ces guerres commerciales qu'il y a, le grand perdant ne serait pas en finale le consommateur qui devra payer plus cher les produits venant de l'étranger. Alors si bien évidemment. Après, vous savez que tout ça c'est de la politique, donc voilà, je doute que les politiciens aient la conscience du consommateur. Et il faut savoir également que Donald Trump avait fait campagne en annonçant que voilà, il allait retraiter, renégocier pardon, les différents accords commerciaux, dont celui de l'ALENA. Il l'avait précisé. Donc s'il a été voté à majorité, euh, enfin, voilà, on n'est pas censé dire que tout le monde devait le savoir, mais c'est, enfin pour nous qui voilà auditeurs, enfin ceux qui spéculent sur les marchés, on a quand même une certaine base en économie. Je parle bien de tout le monde, hein, même de voilà des particuliers, etc. Voilà, on a tous quand même une base, je pense, au-dessus de la moyenne quand on commence à spéculer sur les marchés, d'un point de vue économique, hein, je parle bien. Donc voilà, nous sommes ensemble conscients, mais est-ce que la masse est consciente que du protectionnisme est synonyme de potentiel surchauffe de l'économie et de hausse des prix? Pas forcément. Bref, je reviens au concret. L'USD CAD, pas d'avis sur le USD CAD à court terme. Voilà, euh, je pense que le risque est plutôt haussier. Pour être honnête avec vous, on a un renforcement du dollar US avec ces nouvelles menaces américaines, et d'un autre côté, on a les anticipations du marché qui sont quand même, enfin, qui me semblent assez élevées pour le rendez-vous de la Banque du Canada. Donc même si on a une hausse des taux, étant donné qu'elle a déjà été intégrée au prix, ça me semble peu probable que le CAD se renforce, à part si on a un ton extrêmement hawkish de la part du gouverneur. Mais bon, encore une fois, ça me semble peu probable. Donc je dirais plutôt opinion, ma perspective est plutôt haussière aujourd'hui pour l'USD CAD plutôt qu'à la baisse. Je dis bien pour aujourd'hui uniquement. L'USD CHF, consolidation, on le voit entre la parité, on est en 4 heures. Hein. Honnêtement, le range il est assez net. La parité, et voilà, bon, on voit que les taux se resserrent de plus en plus, mais le support il est aux alentours 0,9870 à peu près. 0,9870, c'est la borne basse entre guillemets. Et l'USD yen,
USD Yen, là on est sur un niveau de résistance très important. Il manque plus que la divergence et là ça serait excellent. Regardez en journalier, pardon. Oblique baissière qui vient chercher les plus hauts depuis. Je vais devoir télécharger un petit peu plus d'historique. Qui a cherché les plus hauts depuis voilà 2015. Plus haut depuis 2015, plus haut de janvier 2017, plus haut de novembre 2017. On a le R1 mensuel, le plus haut, le récent plus haut du mois de mai, vous voyez, les 50% de Fibonacci. Donc, ce seuil est un puissant seuil psychologique. Il est vraiment très très important. Voilà, cette zone-là, à 111,50, le risque il est beaucoup plus baissier que haussier. D'ailleurs, vous voyez, hein, on a eu la touchette et c'est reparti directement à la baisse. Donc, vous voyez en horaire. C'était même en horaire la touchette. On n'a pas eu un travail de la zone de résistance. On a eu en une heure 111,35 ont été touchés directement à la baisse. Et la petite divergence que nous aimons bien. Donc voilà, c'est exactement ce que je cherche à avoir sur du 4 heures ou sur l'idéal serait sur du journalier. Il me semble que sur du journalier, on n'a pas de divergence pour le moment. Pas encore, non. Pas encore de divergence. Mais donc là, on arrive sur une zone de résistance très très importante. Donc le risque, d'un point de vue swing trading au moyen terme, il est beaucoup plus orienté à la baisse. Alors je regarde vos questions. Si vous avez des paires sur lesquelles vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas. Ensuite, je passerai aux actions, enfin au marché actions. Gap baissier pour le CAC, oui voilà, Uber, CAC baissier pour le CAC, c'était ça semblait assez logique, même pour tous les indices. Regardez, rappelez-vous, il y a 2 semaines, 3 semaines, lorsqu'il y avait l'escalade des menaces commerciales, on avait tous les indices dans le rouge. Et bien là, on a les futurs, là on a la cotation des futurs, même voilà des indices qui cotent en réel et qui sont tous dans le rouge. Alors, euro-dollar, GBP yen, l'or, genre, je vais y venir. Donc l'euro-dollar, donc puissant niveau de résistance à 1,1854. Ça, c'est la résistance majeure. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? L'euro qui se maintient sous ses sommets de lundi. Le pivot du jour, vous voyez, on n'a pas vraiment de mouvement. Ce qui veut dire, ce qui est une bonne nouvelle pour l'euro, parce que finalement, l'euro résiste à la force du dollar depuis hier soir. Vous voyez, hier soir, bon, on a eu une petite baisse de l'euro. De quoi? De 25 pips. Baisse de 25 pips de l'euro. Et sinon, depuis, il se stabilise. Hein. Et l'ouverture du marché européen n'a pas eu d'impact sur l'euro. Vous voyez, on a juste de la vol. On a de la volatilité, mais c'est tout. Donc là, concrètement, je m'attends pas à grand chose sur l'euro-dollar en intraday. En 5 minutes, bon, la volatilité devrait augmenter. Je vous rappelle que pendant la séance asiatique, la volatilité est basse. C'est la séance la plus basse sur l'euro-dollar, ce qui est assez logique, parce que c'est ni une devise, enfin l'euro-dollar, il n'y a pas de devise asiatique dans le lot. C'est pas comme si c'était la UTNZD, où là, la session la plus volatile, vous, vous doutez bien, c'est pendant la séance asiatique. Donc, l'euro-dollar, c'est pendant la séance asiatique, enfin, la séance asiatique et la séance où il y a la moindre volatilité sur l'euro-dollar. Donc là, la volatilité devrait globalement augmenter. On a un range, on le voit, pendant la séance asiatique un range d'environ 13 pips. 1,1737, 1,1724. Donc voilà, on peut estimer un range 2 fois plus important, de 26 pips par exemple, pendant la séance européenne, en attendant les chiffres, et bien quelques chiffres macroéconomiques qui tomberont cet après-midi. Voilà, donc la borne, on a une borne, donc pivot journalier, R1. Alors le risque est quand même plutôt baissier sur l'euro, je dirais pas qu'il y aura un bull market aujourd'hui, étant donné que le dollar reste quand même assez fort dans ce contexte de nouvelles menaces tarifaires. Donc le potentiel et le risque est plutôt baissier, même si l'euro résiste bien. Voilà, si je devais privilégier un sens aujourd'hui, ça serait plutôt la baisse. Donc si on a un retour à un 17,540, vous voyez, ça serait une opportunité concrètement de vente. Après, il faut bien évidemment qu'on ait des signaux baissiers. C'est pas parce que le prix arrive sous un plus haut qu'il faut immédiatement vendre le cours. Le GBP va se mettre journalier, on passe en 4 heures puis en horaire.
4 heures en journalier, déjà le RSI qui n'a pas encore vraiment dépassé 50. En 4 heures, on a un on a la correction qui commence hein, petit à petit. Correction suite à la démission de Boris Johnson lundi. Le prix, vous voyez, qui se stabilise au-dessus de son pivot mensuel et hebdomadaire. Pivot journalier comme niveau de support. Voilà, donc encore une fois, le dollar, il doit faire pression sur quand même pas mal de paires majeures en intraday, je dis bien en intraday. Euh, je dis pas qu'il faut payer le dollar sur du moyen terme, je dis juste qu'en intraday, le dollar va faire pression, donc va limiter les gains du GBP ou de l'euro ou même voilà du franc ou du yen. Les seules devises encore une fois qu'on peut exploiter face au dollar en ce moment, aujourd'hui, c'est vente AUD dollars et vente NZD dollars. Donc là, GBP USD, je pense qu'il va quand même rester pas mal sous pression, donc avec un peu de patience, il y a des chances que le GBP revienne à 1,3243, niveau de support intéressant à payer. GBP Yen. GBP Yen, donc forcément toutes les paires en Yen, euh, ont été en baisse suite à ces nouvelles menaces. Mais vous voyez que le GBP reprend du terrain ce matin, donc finalement la hausse du Yen n'a été que de courte durée, n'a duré que quelques heures. Donc GBP Yen, vous voyez en horaire, on a eu la baisse 22 heures jusqu'à le rebond à 3 heures du matin. Donc à l'ouverture de la Chine, rebond. R1 hebdo, testé à nouveau. Donc là, GBP Yen, il y a des chances qu'ils viennent chercher les 147,80, on va dire, sur du swing trading. Donc l'ancien sommet, tout simplement. On a eu, par ailleurs, regardez, une belle divergence baissière. Belle divergence baissière. Voilà, donc GBP Yen, je maintiens mon sentiment bullish. D'ailleurs, on voit les paires en Yen, hein. L'euro Yen progresse également, à nouveau. Il y a que la UD Yen, ouais, qui se stabilise après avoir chuté hier. Ouais, la plus grosse chute, c'est la UD Yen hein, hier, qui a perdu pas mal de pips, 100 pips quasiment. Et également le NZD Yen. NZD Yen, NZD Yen en légère hausse, donc le NZD se porte quand même un petit peu mieux que la UD. Mais voilà, l'euro Yen, en ce moment journalier, revenu à 130. 130, ça peut être un niveau de support intéressant pour passer à l'achat. Sur le journalier, on n'a pas de signaux baissiers. Le prix qui sort par le haut de ce canal descendant, donc c'est un signal bullish. Le RSI qui est au-dessus de 50 et qui est bien orienté à la hausse, deux signaux bullish sur le momentum. En 4 heures, 4 heures, on a une petite divergence, mais le RSI n'a toujours pas clôturé sous 50 et d'ailleurs, il se situe toujours au-dessus de cette oblique haussière, oblique support. Et le prix qui rebondit sur 130. Donc on voit qu'il y a quand même des acheteurs. D'ailleurs, ce qui est assez sympa, c'est volume. On peut chercher. Ah oui, mais sur le forex, si on n'a pas accès au volume, vous savez que les volumes sur le forex c'est compliqué. Ce qui est intéressant pour des niveaux de support également, s'il y en a qui n'aiment pas les points pivots, ou même les clôtures mensuelles ou le canal Donchamp, moi j'utilise vraiment pas mal de facteurs. Vous avez aussi avec les volumes. Hein. Volume c'est aussi très intéressant. C'est une petite parenthèse. Hein. Voilà. Donc là vous avez les volumes. Ça ne veut pas dire que on ne sait pas si c'est achat ou vendeur, mais volume c'est des seuils où il y a beaucoup d'échanges. Donc là vous savez qu'à ce moment-là il y a un pic. Il y a quand même pas mal de volume. Qui dit pas mal de volume dit volatilité. Et donc voilà on a des mouvements. Donc là, vous avez une idée un petit peu des zones creuses et des zones où le marché est susceptible de réagir. Plus les volumes sont importants, plus le marché est susceptible de réagir. Voilà, vous pouvez affiner bien évidemment le pas. Au lieu de mettre 25, vous mettez 5. C'est quelque chose du coup de plus précis. Ah non, pardon. 100. Voilà.
Et là, vous avez quelque chose vraiment d'assez important. Vous pouvez aller en intraday, etc., etc. Donc ça, c'est aussi pas mal pour avoir des niveaux de support et de résistance, par exemple. Là, vous voyez, c'est le plus haut, enfin c'est le pic, on va dire. Si je devais voilà, le différencier, je vais le mettre en rose. Ah mince. Avec l'aimantation. Voilà. Et là, donc, vous voyez, ça renforce le fait que cette zone soit un niveau de résistance actuellement très important. Bref, moi je vais enlever cela. Malheureusement, c'est pas disponible sur Forex parce que vous savez que le Forex, du volume, il y a pas de chambre de compensation, donc c'est compliqué d'avoir. Il n'y a pas de carnet d'ordre. Hein. Oui, il peut en avoir un chez le courtier en lui-même, mais sinon c'est pas possible d'avoir un carnet d'ordre où il n'y a pas de chambre de compensation. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas un seul intermédiaire sur le Forex. Alors que voilà, si vous souhaitez acheter une action française, vous allez passer par la Bourse de Paris, que vous soyez à New York, que vous soyez à Hong Kong, peu importe, vous allez passer par Euronext Paris. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas accès aux volumes mondiaux sur le Forex. On peut estimer globalement les volumes qui sont traités d'un point de vue mondial, mais pas sur du journalier. On peut aller au minimum l'estimer sur du mensuel. Mais généralement, la Banque internationale, euh, euh, elle l'estime sur une fréquence annuelle. Par exemple, en 2007 ou c'était 2016, les volumes du Forex c'était plus de 5000 milliards de dollars par jour qui étaient échangés en volume. Hein. 5000 milliards, ce qui fait le marché du Forex le plus liquide, le plus important au monde. Hein. À titre de comparaison, on a environ en moyenne 3-4 milliards de volume sur le CAC 40 par jour. Voilà, donc je reviens donc voilà, les GBP yen, euro yen, euro yen sur support, ça peut se jouer pour jouer la hausse, étant donné qu'il n'y a pas de signaux baissier sur le journalier. Il y a eu un signal baissier sur le 4 heures juste avec la divergence, mais on voit toujours le momentum qui est au-dessus de 50 et au-dessus de son oblique. Donc tant que le momentum est au-dessus de 50, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de risque baissier. Et même si le RSI dépasse 50, compliqué d'acheter le prix quand même, de vendre le prix s'il est toujours au-dessus de 130. Si le RSI est sous 50 et le prix 130, dans ce cas-là, c'est deux breakouts importants, donc pourquoi pas. Mais si on a le momentum qui clôture sous 50 et le prix qui continue d'évoluer au-dessus de 130, ça me semble assez risqué de passer à la vente. Voilà, donc stratégie du jour pour juste le Forex. Ensuite, je passe aux indices et aux matières premières parce que j'ai quand même pas mal de questions. AUD CHF, AUD dollars, AUD yen. Voilà, forcément devises commodities versus devises refuge. Donc AUD USD, voilà, vente. Même si on a un petit rebond, pourquoi pas jouer la vente. On a Pékin qui va répliquer prochainement normalement. Donc bon, là on a une divergence haussière en l'occurrence. Donc pourquoi pas acheter sur du très court terme. Voilà, une dizaine de pips, c'est presque un scalp avant de chercher des positions vendeuses. Il faut bien chercher des signaux vendeurs. Là, on voit quand même que les prix rebondissent avec les momentum, donc c'est pas forcément le meilleur moment de vendre la UD. Même si voilà, il est sous pression, on voit les momentum, les RSI qui rebondissent et les prix également. Donc finalement, la UD c'est pas une paire à vendre en intraday parce que je pense que la baisse a été effectuée. Par contre, Wall Street n'a pas encore pricé cette annonce. Donc, à l'ouverture de Wall Street, on pourrait avoir à nouveau de la version pour le risque. Alors, votre dos champ, vous l'avez programmé en combien de périodes? Alors, j'ai trois canaux de dos champ devant moi. J'en ai un à 20 périodes pour ce que c'est un mois de bourse, si on est sur du journalier. Un à 60. Pourquoi 60? Parce que c'est 60 jours, donc un trimestre. Et un à 260, parce que 260, c'est une année de bourse. Et tous ces trois chiffres sont des multiples de 20. Parce que je vois la question arriver, parce que 60 fois 4, 4 trimestres, 60 un trimestre, donc 60 fois 4, ça ne fait pas 260. Oui, mais voilà, c'est si on dit qu'il y a 152 semaines dans l'année, 52 semaines et que chaque semaine c'est 5 jours de bourse, eh bien, on fait le calcul, 52
fois 5, on arrive à 260. Et pourquoi on divise pas 260 du coup par 4 pour avoir un trimestre? Bien simplement parce que si on divise par 4, on n'aura pas un multiple de 20. On n'aura pas de multiple de 20. 26 divisé par 4, on a 6,5. Donc ça ferait du 65 périodes. 65 périodes, c'est pas un multiple de 20. Enfin, c'est pas un nombre entier, le facteur. Donc voilà. Alors je passe tout de suite aux indices, excusez-moi hein, pour la longue analyse sur le Forex. CAC, ouverture de gap baissier, forcément. Forcément, l'euro qui est flat, pétrole qui est en baisse, le rendement à mon avis qui est en baisse, parce qu'on a de la version pour risque. Voilà. Rendement en baisse, donc pétrole en baisse, rendement en baisse, euro flat, aversion pour le risque. Bref, on n'a aucun facteur qui viendrait aujourd'hui soutenir le CAC 40. Donc voilà, baisse, pivot du mois comme niveau de support en intraday. Ça va être un niveau aimant en intraday, hein. Un niveau aimant très important. D'ailleurs, vous voyez, gap baissier, chute, rebond. Chute rebond, donc là en 5 minutes, c'est pas le moment de vendre, hein. Momentum bullish, prix bullish, donc enfin momentum pas bullish, momentum haussier qui rebondit. Et prix qui est haussier et qui repasse au-dessus de son pivot mensuel. Donc faut chercher des niveaux de renversement. Le niveau de renversement, ça peut être le S2 journalier ou le S1. Et à ces niveaux-là, on regarde l'action du prix. Comment réagit le prix? Et comment réagit le momentum? Est-ce qu'on a un renversement du momentum? Si oui, attendons le renversement du prix pour passer à la vente. Là, en l'occurrence, on avait une micro-divergence haussière, une micro-divergence baissière. Hop. Bon, elle n'était pas exploitable, hein. Elle n'était pas exploitable parce que le franchissement de 50 a été réalisé avec le gap. Donc c'était impossible de l'exploiter. Avec un robot trading, oui, mais sinon ce n'était pas le cas. Donc voilà, à mon avis, on va tester le S2 journalier. Pourquoi pas le S4, voire même beaucoup plus haut, hein, voire même le S1. En tout cas, tant qu'on n'a pas de signaux baissiers, ça me semble compliqué de vendre et même d'acheter, parce qu'on reste quand même dans de la version plus risque, une baisse du pétrole, une baisse des rendements obligataires. Donc là, c'est le wait and see. C'est vraiment, on attend des signaux bearish pour se positionner dans le sens du climat des investisseurs. Le DAX, c'est pareil. Ouverture avec un gap baissier. D'ailleurs, mais vous avez vu le gap, le pivot mensuel quand même puissant niveau de support, hein. Le S3 journalier, on est bien au-dessous du pivot du mois pour le DAX. Le DAX qui est, j'ai l'impression, beaucoup plus exposé, beaucoup plus sensible aux tensions commerciales, parce que évidemment, qui dit protectionnisme américain dit les voitures qui sont visées, et qui est le plus grand exportateur de voitures en Europe vers les États-Unis et même de l'Europe, eh bien c'est l'Allemagne. Donc l'industrie automobile est très importante en Allemagne, ce qui fait du DAX, j'ai l'impression, le plus exposé au protectionnisme américain. C'est le plus, oui, parmi les majeurs, hein. Je parle bien entre le CAC, le DAX et l'Eurostoxx. J'ai pas regardé par rapport au MIB, je n'ai pas regardé par rapport à l'IBEX. Voilà, donc DAX, je vais mettre en 1 heure. S3 du jour, on l'a vu, hein, support, plus bas des 20 dernières périodes, ça coïncide ensemble. On va probablement avoir un rebond pivot mensuel. Encore une fois, si on a un retour à un pivot mensuel, faudra surveiller les signaux vendeurs. Faudra surveiller les signaux vendeurs. Parce que je le répète, on a de la version pour risque ce matin. D'ailleurs, d'un point de vue chartisme, on va essayer de trouver des objectifs. Non, donc là on n'a que 2 points de contact, ce n'est pas suffisant. J'ai l'impression qu'on a... Non, on n'a pas un biseau. Alors, on a un biseau en soi, mais un biseau c'est une figure de retournement. Donc ça veut dire que un biseau apparaît en fin de temps, un biseau descendant apparaît en fin de tendance haussière. Or, là, avant le biseau, on avait quoi? Une tendance baissière. Donc on peut pas dire que c'est un biseau ici.
Il y en a qui matérialiseront un biseau, mais un biseau, ça se forme en fin de tendance. Or là, la tendance elle est baissière. Donc, c'est pas un biseau. Donc là, je vois pas de figure chartiste. Donc, voilà. De toute façon, le pivot hebdomadaire sera le prochain niveau de support majeur si le S3 du jour est dépassé. Mais en tout cas, là, c'est pas le moment de vendre le DAX. Hein. C'est pas le moment, même si on a un momentum bearish. Je vois pas le rebond est quand même assez important. Et donc, je vois pas vraiment le seuil où on pourrait rentrer à la vente. Peut-être qu'en une minute, on a des signaux. Mais bon, là, on rentre vraiment dans du scalping. On rentre même plus pour une stratégie du jour. On rentre vraiment dans stratégie trading. Une minute DAX, donc même pas, rien du tout. CAC, rien du tout. Et en tout cas, vous voyez que les deux RSI en une minute sont au-dessus de 50, donc on va probablement avoir une hausse ces prochaines minutes, enfin prochaines heures, en gros. Voilà. Et donc pour l'or, excusez-moi, je prends l'or, je prends du temps pour venir jusqu'à l'or. L'or qui rebondit finalement, malgré la qui rebondit, oui, qui rebondit depuis l'ouverture des marchés européens. Donc ça montre bien qu'on a de l'appétit, de l'aversion pour le risque, excusez-moi, de l'aversion pour le risque. Et, euh, et voilà, donc le pivot du jour, 1254 devrait être un objectif raisonnable. J'irai pas beaucoup plus haut parce que même si on a la version pour risque, on a quand même une hausse du dollar qui vient réduire les gains possibles de la hausse de l'or. Donc voilà, on peut s'attendre à une hausse de l'or parce qu'on a de l'aversion pour le risque, mais étant donné que le dollar s'apprécie, dans ce contexte également d'aversion pour le risque, eh bien on a une hausse de l'or qui est limitée. C'est pour ça que l'or n'est pas très intéressant d'un point de vue trading dans ce contexte de guerre commerciale. Si on veut payer une valeur refuge dans ce contexte commercial, il y a le yen. Il y a le yen, il y a l'or, il y a le yen, le dollar, pardon, ou le marché obligataire. Voilà, ça va être beaucoup mieux pour se couvrir du protectionnisme américain que l'or. Avez-vous donné un cours sur le canal de Donchamp, sinon où puis-je trouver des renseignements? Alors oui, j'en avais fait un il y a 2 semaines il me semble, mais je vais en refaire un ce soir avec notamment quelques propos sur la stratégie de tortue que notre ami Thierry nous a communiqué la semaine dernière dans ce webinaire. Analyse en UT15 de l'or, donc UT15. T15. Donc là, on voit un support, le 1850, honnêtement, support important. Hein. Vous voyez, malgré la hausse du dollar qui a suivi l'annonce de nouvelles sanctions commerciales américaines contre la Chine, donc hausse du dollar majeure, forcément baisse de l'or, et bien 1950 ont été tenus. Donc 1950, niveau de support. Si on a un retour à ce niveau, ça serait une opportunité d'achat pour viser le pivot du jour, et ensuite, pourquoi pas, vous voyez, le plus haut à 1157. Voilà donc pour ce point de marché. Alors Raymond qui me dit merci, j'essaierai d'y assister, mais je pense que je ne serai pas rentré. Alors je vais essayer d'enregistrer du coup la session. J'aimerais bien préparer un support, mais aujourd'hui ça risque d'être compliqué. Au pire des cas, de toute façon, j'aurai l'occasion d'en refaire un avec voilà un support, quelque chose vraiment qualitatif visuellement pour le voir en replay sur YouTube, parce que écouter ma voix uniquement sur YouTube, je pense que c'est un petit peu un bout d'un moment pénible. En tout cas, l'information passe moins bien que s'il y a un support qui est accompagné. Donc voilà, je publierai sur YouTube que si j'ai un support. Je vais essayer d'en préparer un pour ce soir. Si c'est le cas, eh bien on aura le replay ce soir sur YouTube. Sinon, je le ferai prochainement. J'essaierai de le faire au plus vite. Voilà donc pour ce point de marché. Merci à vous pour votre attention. Le risk off, si je devais résumer, qui domine ce matin. Donc voilà, faire attention au positionnement et privilégier les valeurs d'aversion au risque que d'appétit pour le risque. Voilà, excellente journée à vous. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le site Daily FI. Je vous rappelle, il y a la Banque du Canada cet après-midi, les stocks de pétrole et le live, oui, éducatif à 18h, heure française, sur Canal Donchamp et la stratégie des tortues combinées. Voilà, merci pour votre attention, pour votre fidélité et je vous dis à ce soir
ou à demain pour ceux que je ne trouverai pas dans mon webinaire éducatif.